les deux générations, la génération qu'on appelle les Z de 15 à 25 et la génération Y de 15 à 35. Je précise ça parce que souvent je me demandais quelle différence, s'il y a des différences entre ces deux générations. Attendez, rappelez-moi juste la différence. J'étais en train de régler quelque chose, donc du coup, j'ai pas bien entendu. La différence entre les Y et les Z. Alors, la génération des Z, c'est la génération des 15-25 ans. Donc, ce sont les plus jeunes. D'accord. Et l'autre génération, elle est 25-35. D'accord. Je voudrais voir si déjà vous, dans vos séminaires et dans votre politique en général, vous voyez également aussi des différences ou des points communs entre ces deux générations d'hommes. Ok, bien compris. Et quel est le client final de cette étude? Alors le client final en fait de cette étude, on travaille à un groupe de beauté français, sachant que bien évidemment tout ceci reste en interne. C'est-à-dire qu'on va prendre certaines dermatimes. Oui, je sais. Qui vont appuyer notre étude. J'ai fait votre travail, c'était mon premier job. Pardon? J'ai fait votre travail, c'était mon premier job. Ah, c'est vrai? Oui, j'étais chargé d'études qualitatives chez TNS Sofres en 2004. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà, donc vous voyez, vous voyez comment on procède. Ah, c'est bien. Et je vois aussi comment on est sous-payé d'ailleurs. Nous? Vous, je sais pas, mais c'est pas un milieu où ça paye beaucoup. Hein. Chargé d'études, Quali et Quanti, c'est quand même connu pour ça. Bon. C'est connu pourquoi j'ai pas entendu. Non, c'était une plaisanterie. Je vous écoute. Bon, donc du coup, c'est vraiment, pour parler de ces deux générations, du thème de la séduction, de la nouvelle identité masculine et surtout de leur rapport au corps. Vous allez voir au fur et à mesure de l'entretien, je vais essayer de comprendre quel est le lien entre le corps et la séduction. Est-ce que ça reste très important pour ces deux générations? D'accord. Alors, je sais que vous vouliez enregistrer l'entretien, donc je vais le faire de même parce que ça sera toujours plus simple pour la transcription. Pas de problème. Donc je voulais savoir si ça ne vous dérangeait pas que j'enregistre cet entretien. Non, du tout. Alors, je vais enclencher la machine. Voilà. Alors, vous allez débuter l'entretien, ça va durer 1 heure et demie. Donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez déjà me parler de la masculinité en général des 15-25 ans? Est-ce que vous voyez quelque chose de nouveau? Quels sont les jeunes hommes aujourd'hui? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette génération? C'est déjà une question. Alors j'ai l'habitude des questions difficiles, donc donc ça va. Je suis pas trop déstabilisé, mais c'est. Mais là, elle est assez vaste. Et après, je serai beaucoup plus précise. C'était vraiment juste une entrée en la matière. Après, on va vraiment rentrer. Ce sera plus précis. C'est déjà pour que on balaye un peu en général, au global. Alors pour balayer de façon très générale, comme vous le sollicitez. J'ai envie de vous répondre que la masculinité des 15-25 ans fait d'autant plus question aujourd'hui qu'elle n'a plus fait question pendant des décennies. C'est-à-dire que si aujourd'hui il est nécessaire pour certains et pour un grand nombre de la réapprendre en puisant ses sources dans tout et n'importe quoi, ce qui peut être l'oncle Barney dans How I Met Your Mother ou dans des sites internet ou dans que sais-je encore, c'est parce que pendant plusieurs décennies, c'est-à-dire grosso modo depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle, cette nécessaire masculinité avait moins lieu d'être. Et elle ne connaît entre guillemets son renouveau qui passe en fait par une difficulté à séduire les femmes, que depuis une espèce d'accélération temporelle de la
de la grande indisponibilité des femmes et de la grande disponibilité des hommes. C'est-à-dire que la première moitié du XXe siècle, il fallait être masculin, fort et viril simplement pour survivre, parce qu'on pouvait se reprendre un conflit armé, militaire et à grande échelle dans la décennie qui allait venir. Et depuis qu'il est à peu près établi, encore que, mais à peu près établi, que sur notre continent, en tout cas, il était assez peu probable, et encore que les, les événements récents et la volonté de notre UMP de remettre le service militaire à l'honneur, ça c'est comment dire, je pense que ça restera anecdotique, mais en tout cas, depuis que le franchissement de la majorité n'est plus marqué par la crainte de revivre ou de vivre un conflit manu militari, eh bien, et si on ajoute en plus à cela la pacification idéologique des années 60-70 et les 30 glorieuses, qui faisait qu'en gros personne ne se posait trop de questions, que le sida n'existait pas et que la perspective de surfer sur une économie toujours croissante permettait à chacun un peu malin et un peu intelligent de cultiver et de nourrir un projet professionnel à peu de frais, et en gros de réussir dans la vie facilement, d'acheter une maison, un appartement et de surfer sur cette vague de facilité. Et bien en gros on a eu un trou dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire jusqu'au milieu des années 90, où ce que vous appelez les Z n'avaient pas forcément à se poser la question de leur masculinité autant qu'aujourd'hui, parce que ça ne servait fondamentalement à rien. Et on ne se pose jamais les questions sur ce qui semble aller de soi, on se pose les questions que quand ça bloque. De la même façon qu'on ne peut pas compter les portes ouvertes, on ne voit que les portes qu'on a dû ouvrir soi-même. Donc c'est depuis que les Z, ce que vous appelez les Z, se rendent compte qu'il devient de plus en plus difficile de séduire une nana, et qu'en gros il y a un petit nombre de garçons qui ont à peu près toutes les filles qu'ils veulent, et que tous les autres se retrouvent embourbés dans un tas de, on va dire, pas de défauts, mais de défauts ou de comportements par défaut hérités. Alors c'est pas forcément tout de leur faute, c'est un petit peu de paresse, un petit peu d'idéologie néo-féministe mal comprise, où l'homme devrait être le strict égal de la femme, sauf que s'il le devient, c'est plus excitant. Un petit peu de révolution de façon de communiquer avec l'apparition de la messagerie électronique et des outils de mobilité type smartphone, etc., qui, in fine, donnent toujours plus de choix à la femme dans les rencontres, et donc, par voie de conséquence, toujours moins à l'homme. On mélange ces trois facteurs-là, et on arrive dans une génération où il y a comme je dis tout à l'heure, une grande disponibilité masculine jeune et une grande indisponibilité féminine, et ils se retrouvent à la conquête d'une néo-masculinité, pas pour des raisons ni politiques, ni théologiques, ni philosophiques, ni quoi que ce soit, mais juste parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des copines. C'est l'unique moteur à la base de leur nouvelle interrogation. Ben, comme je le disais, la masculinité ne se construit pas dans un vide social, elle se construit par rapport à un danger extérieur. Donc, dans les générations où le danger extérieur, c'était l'armée allemande ou l'armée d'un autre pays, la masculinité se construisait sur des valeurs de force physique, de patriotisme, de résistance, etc. Aujourd'hui, où, depuis, comme je répète ce que j'ai déjà dit, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire que le sentiment de menace directe, physique et rapproché a un peu disparu. Bah, résultat, comme on ne développe que ce dont on a besoin, comme disait le célèbre philosophe moustachu, on ne développe que ce dont on a besoin. Donc quand on n'a pas besoin de défendre son pays, sa patrie, les siens et ses proches, et qu'en plus on surfe sur une période économique extrêmement favorable, où en gros il suffit de semer un franc, il en pousse 10, on n'a pas besoin de penser à sa masculinité, parce qu'on a la paix, de l'argent et des femmes. Et sauf que quand on n'a plus tout ça, c'est-à-dire que quand on n'a plus le luxe de pouvoir s'abstraire de compter les portes ouvertes et qu'on se prend des portes fermées dans la gueule,
Là, on a besoin de se replonger dans qu'est-ce que la masculinité, d'où ce que j'ai appelé la néo-masculinité. Ok, d'accord. Et alors ça pour vous, c'est valable, est-ce que ça peut s'appliquer un petit peu à la génération Y, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui diffère? Bah, la génération Y, donc on va dire que c'était la mienne jusqu'à l'année dernière, si j'ai bien compté, puisque j'ai 36 ans. Bah, la génération Y se définit en cela qu'elle était à peu près en âge de conscience avant le passage à l'an 2000. Tandis que la génération Z, elle n'a quasiment aucun souvenir concret et factuel de la fin du XXe siècle. Parce que Z, vous me dites que c'est jusqu'à 25 ans, donc ce qui veut dire qu'à l'an 2000, ils avaient moins de 10 ans. Donc ils ont que des souvenirs de couches de biberon et d'école primaire. Nous les Y, pardon, et même si je n'en suis plus factuellement, nous les Y, on a quand même une vision un tout petit peu plus séquentielle des années, alors 70 non, on était trop jeunes, on venait de naître, mais en tout cas des années 80, 90 et 2000. On est par exemple la première génération, ou la dernière si vous voulez, à se souvenir, c'est-à-dire à avoir non seulement une grande maîtrise, si on le souhaite, d'Internet et des réseaux sociaux, mais également à se souvenir de ce que c'était avant. Puisque la génération au-dessus, les plus âgés que les Y, donc les 35-45 et les 45 au-delà, on va dire, sont globalement et statistiquement moins à l'aise avec la façon de communiquer par message, les applications, etc. Les plus jeunes que nous sont encore plus à l'aise que nous. Je fais des immenses généralités, évidemment, on peut toujours trouver l'exception qui l'enfreint, mais sont plus à l'aise que nous, mais ils sont à l'aise dans une espèce de, on va dire, d'inconscience de comment ça pourrait être autrement. Nous, les Y, sommes l'unique génération qui à la fois a cette grande facilité à se plonger dans le virtuel, parce qu'on a plus ou moins tous reçu une console de jeu Nintendo au collège ou au lycée, enfin notamment les garçons, parce qu'à l'époque les filles s'en foutaient, c'était ringard, l'électronique. Maintenant c'est cool parce qu'on peut faire du WhatsApp avec ses copines et regarder des photos de garçons sur Facebook. C'est très rigolo comment les technologies sont perçues avec condescendance ou intérêt selon ce à quoi elles servent pour chaque sexe. Enfin, c'était une parenthèse au passage. Donc les Y sont... Oui. Non, mais c'est un point qu'on en parlera au moment de la séduction, justement. Donc les Y ont la particularité d'avoir une grande facilité à se plonger dans le virtuel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus ou moins tous reçu une console de jeu ou un ordinateur pendant leur scolarité, mais à avoir quand même un souvenir très clair d'une façon de communiquer autre. Tandis que les Z n'ont que le virtuel pour se parler. Et d'ailleurs, si vous regardez comment ça se passe un coup de foudre, c'est-à-dire un début de relation amoureuse embryonnaire, ou au contraire un coup de gueule, c'est-à-dire une grosse dispute familiale dans des Z, ça passe tout par message. Ils sont dans la même maison et ils se parlent par Messenger. Ah, d'accord. Ce qui est totalement impensable chez les Y. Non, oui. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, la masculinité pure des Y, est-ce qu'il y a quelque chose qui est très différent par rapport à la Z? La différence de masculinité entre Y et Z ? Bah écoutez, je pense que ça a beaucoup à voir avec encore une fois le même prisme de lecture qui est par quel biais j'appréhende une difficulté. La principale différence va être que le Z ou la Z, son premier réflexe, ça va être de chercher l'application permettant de faire plus vite, plus facilement et moins cher ce que la Y faisait avec sa voix ou son stylo. Après,
on va dire que sur une séquence temporelle aussi courte qu'une dizaine d'années, pour moi, c'est la principale différence que je vois. C'est-à-dire que le réflexe de la Z va être de chercher immédiatement l'application lui permettant de se débarrasser du problème. D'accord. La Y va savoir qu'il existe probablement une application, mais va toujours être un petit peu comme l'âne de Buridan en philosophie, entre le réel et l'application. Dois-je privilégier le réel ou dois-je le faire par onde et par Internet? Ok, d'accord. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet sur la sélection. Est-ce que vous pouvez parler, premièrement, de la vie amoureuse des 15-25 ans, aujourd'hui? Homme ou femme? Parce que ça n'a rien à voir. Hein. Toujours femme. Pardon, toujours homme, excusez-moi, jeune homme. Là, on va vraiment se focaliser sur les jeunes hommes. Après, effectivement, on verra leur rapport aux femmes et leur place dans un couple, mais ça sera dans un second temps. Donc, vous voulez dégager une espèce de tendance de la vie amoureuse de la séquence 15-25 ans d'un jeune garçon. Oui, c'est assez... Et puis comparer si effectivement il y a des grands points de différence avec les 25-35 et surtout comprendre, enfin avoir tous les insights sur les jeunes séducteurs de demain, sur leur rapport au corps, sur cette nouvelle identité masculine, etc. Est-ce que la masculinité est de plus en plus modulaire? Est-ce que la jeune séduction, est-ce que ça passe par le corps? Je pense qu'on va avoir pas mal d'insights sur... effectivement, c'est plus... on verra par la suite, mais après, ne cherchez pas forcément à ce qu'on cherche, c'est-à-dire que c'est plus une discussion entre nous. Alors, disons que, comme on le disait, la masculinité ne se construit pas dans l'abstraction, mais toujours par rapport à un certain nombre petit 1 de portes à ouvrir, c'est-à-dire de fruits défendus, d'objets ou d'êtres qu'on a envie de conquérir et qui se refusent à nous, et petit 2, par le rapprochement, voire l'imitation d'un certain nombre de modèles sociaux de la culture ou de ce qu'on appelle la pop culture, qui constituent ou qui semblent constituer dans leur look, leur être, leurs attitudes, leur façon d'agir avec les hommes et avec les femmes, semblent constituer des clés ou des modèles ou on va dire des réponses automatiques à ces problèmes qui se posent. La différence entre la génération Z actuelle et la Z qui était la mienne il y a une vingtaine d'années, c'est qu'il est beaucoup plus facile, par le nombre de chaînes de télé disponibles et par simplement YouTube et les différentes fenêtres vidéo sur le monde, d'accéder au modèle de ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'avant, se posaient finalement les mêmes problèmes. Quand je dis avant, je ne remonte pas aux années 40, mais en gros depuis les années 50-60 jusqu'aux années 2000, se posait le même problème pour un garçon qui était en gros comment est-ce que j'entre dans la vie de femme qui me titille et qui me stimule du côté de mes hormones, mais que je ne comprends fondamentalement pas du point de vue du langage, de l'habitus, de ce qui les intéresse, de ce qui les fait vibrer. C'est un long apprentissage en fait pour un jeune homme qui n'a pas grandi avec des sœurs ou des cousines de son âge, de comprendre le langage des femmes. Donc avant, le seul modèle disponible était vaguement depuis les années, on va dire 70-80, la télévision, mais encore avec des modèles très rares et complètement faux, puisque c'était des modèles fabriqués par des séries AB Productions type Le Miel et les Abeilles, Framboisier, etc. Donc on voit à quel point c'était du costaud. Donc c'était des modèles très rares et très faux. Et surtout, les modèles, c'était quoi? C'était l'éventuel grand frère, sauveur et salvateur, l'éventuel père, s'il daignait s'intéresser
au développement amoureux de son fils et sexuel de son fils, et puis c'est tout. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile à quiconque, même fils unique, et même dont le père a fichu le camp depuis longtemps, d'aller chercher, entre guillemets, à la source, des modèles, enfin en tout cas des récurrences chez les modèles masculins qui plaisent. Donc aujourd'hui, on est plus dans une problématique de trier l'information que de la trouver. C'est-à-dire que le gamin de 15 à 25 ans qui veut construire sa masculinité en se rapprochant des filles aujourd'hui et qui veut commencer à penser à les séduire, il est plus dans une problématique de construction d'un discernement parce qu'il entend tout et n'importe quoi. Il entend tout un tas de logiques, de stratégies, de dialogues qui s'affrontent sans se compléter. L'idéologie féministe qui va vouloir faire de lui une espèce d'ami des dames métrosexuel dont il va très vite comprendre que c'est un piège infâme et que ça va lui coûter beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance à la fin parce que ça ne marche pas. Il va entendre le dialogue il va entendre la stratégie du bad boy, il va entendre la stratégie du surconnecté sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et de tout cela, il va essayer de tirer de lui-même un certain nombre de règles, en général assez floues, et puis finalement, à la fin, il apprendra ou pas par l'échec, les gadins et les râteaux. Voilà. Ou bien il s'installera très tôt par finalement volonté de ne pas se confronter à ce monde anomique et contradictoire. Il s'installera très très tôt, c'est-à-dire dès 18-19 ans, dans ce qu'on appelle une relation longue, dans une relation de couple, dont il s'extraira par la force des choses à l'entrée dans la génération Y. Donc il y a un certain nombre, ne me demandez pas le pourcentage exact, je n'en sais rien, je ne pense pas que quiconque l'ait mesuré, mais de Z qui traversent leur vie de Z, non pas en accumulant de l'expérience et de la connaissance, en termes de l'autre sexe, mais qui traversent leur période de Z totalement à l'abri de toutes les turpitudes, projections et déceptions amoureuses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien calés dans le confort et la solitude peuplée d'un petit couple qu'ils ont fait avec leurs copines de TD, leurs copines de fac ou que sais-je, et qui rentrent finalement célibataires dans la Y avec une expérience nulle de chez nul. Et ça, c'est une stratégie relativement féminine. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui rentrent qui approchent de la trentaine avec une expérience des hommes quasi nulle, puisque finalement elles ne l'ont eu en gros qu'entre 16 et 18 ans. Et dès 18-19, elles se sont mises avec quelqu'un et elles ont finalement traversé la phase de la vie où le cerveau est le plus perméable à comprendre, et à analyser et à digérer les échecs et à les fabriquer et à les transformer en expérience. Elles l'ont traversé confortablement calées dans la servitude d'un couple qu'elle pensait avoir choisi, mais qui en fait est une stratégie d'évitement de la réalité dure. Et donc elle rentre dans la Y totalement neuve sur le sujet des hommes. Et alors ça, cette passade chez les Z et chez les Y, c'est dû à quoi, ce changement ? On parle des hommes ou des femmes ? Là, on reparle des hommes. Pour les hommes, on disait aussi qu'ils étaient à l'abri, ils se mettent à l'abri au moment d'être Z et ils entrent dans le Y sans aucune expérience. C'est une stratégie possible. Encore une fois, il serait intéressant d'avoir la proportion de jeunes qui rentrent qui sortent de la phase des 15-25 ans en ayant passé la majorité de cette phase en couple. Ça, j'ai pas l'info, je pourrais peut-être la trouver, mais vous pourrez également, je pense que ça sera une donnée qui intéressera votre client. En tout cas, c'est une stratégie d'évitement. C'est-à-dire que quand on a l'impression
que tout est permis mais que rien n'est possible, c'est-à-dire qu'on croise des milliers de filles par jour, jolies, intéressantes et apprêtées dans les grandes villes, mais qu'en réalité on n'a aucun début du commencement, de l'ombre, du poil, d'un cheveu, de l'idée de comment faire pour rentrer dans leur vie, et ben ça crée une espèce de dissonance quotidienne dans la tête des jeunes garçons. Et cette dissonance, en psychologie, on apprend que toute stratégie employée est un mode de réduire la dissonance. Donc on la réduit soit en s'inscrivant sur tout un tas d'applications de rencontres, type Tinder, Happn, etc., qui vous font croire, mais c'est évidemment une illusion, que vous domestiquez cette sociologie sauvage de la jolie fille de rue en la réduisant dans des profils qui apparaissent sur votre téléphone en fonction des critères que vous avez donnés. Est-ce que je l'ai croisé dans un rayon de 10 km, 20 km, 200 mètres, etc. Ce qui pourrait être une stratégie finalement pas si nulle que ça, mais qui est complètement gâchée par l'absence de tout projet collectif masculin qui en gros consiste à liker toutes les filles qui passent pour avoir le maximum de chance avec le plus grand nombre d'entre elles, ce qui a pour conséquence directe de lasser très vite les filles de ces applications, puisqu'elles se rendent compte que ces applications ne présentent finalement aucun défi, aucun challenge, et que tous les hommes y sont disponibles. Donc ça, c'est la première stratégie, c'est j'essaie de m'abstraire de cette difficulté à rencontrer des filles dans le réel par les applications, stratégie qui en général tourne très très court, et l'autre qui est de dire je m'installe dans un néo-petit couple confortable d'une vingtaine d'années, pas par certitude de construire ma vie avec cette fille-là, mais simplement parce que ça m'empêche, ça délégitime l'attraction que je pourrais avoir pour les autres. Donc comme ça, je suis confortablement installé avec quelqu'un dont je sais que je la possède plus ou moins, ce qui m'empêche de rentrer tous les soirs chez moi seul, en rêvant de toutes les autres que j'ai croisées sans avoir pu leur parler. D'accord. Je parle des citadins, évidemment. Si vous habitez dans une région désertique, la problématique est autre. Non, on s'adresse à des jeunes hommes urbains. Et alors du coup, quelles sont leurs grandes motivations aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent de plus en plus? Et qu'est-ce qu'ils attendent de moins en moins? Ce qu'ils attendent de moins en moins, c'est d'affronter leur peur. Ils n'ont pas compris que finalement la rencontre des filles se faisait toujours à celui qui a le plus de ressources, c'est-à-dire au plus courageux, au plus beau, au plus fort ou au plus riche. Ce qui paraît extrêmement misogyne quand je vous le dis comme ça, mais bon, écoutez, après tout, ce n'est pas un entretien où je suis... Pardon? Ils le pensent encore comme ça? Non, là, ils ne le pensent pas comme ça, c'est un postulat pour que vous compreniez la suite. C'est qu'en réalité... mais votre réaction me montre que vous n'êtes pas d'accord avec ce postulat-là et ce à quoi je m'attendais. En réalité, les filles vont toujours aller, en tout cas dans cette tranche d'âge-là, comme je disais, au plus courageux, au plus connu en termes de notoriété, d'où le succès des réseaux sociaux, parce que ça permet de mettre un chiffre très précis et très factuel sur une notoriété, ce qui s'appelle compter le nombre de followers ou compter le nombre de fans. Donc elles vont aller à celui qui réalise une épreuve de courage, au plus connu, parfois les plus jeunes, et on va dire les plus jeunes, et en général les CSP-, au plus beau, et sinon globalement à celui dont les parents ont beaucoup de ressources et qui lui permettent de faire des études prometteuses ou d'avoir un mode de vie, on va dire, qu'on qualifierait de sexy et d'attirant. Donc en réalité, il faut, quand on n'a pas la chance d'avoir les parents qui fournissent le scooter dès le collège et dès le lycée et les vacances intéressantes où on peut emmener les amis avec soi au ski, à la mer et sur un bateau, et qu'on n'a pas la deuxième chance d'avoir un caractère qui permette d'exploser et d'être extrêmement connu et reconnu sur les réseaux sociaux, et ben en réalité il reste en réalité que
les couilles, c'est-à-dire le courage, la bravoure d'aller vers l'inconnu et de faire quelque chose de couillu et de remarquable. Et comme, ça c'est de la psychologie humaine quasiment d'homme préhistorique et de base, l'homme choisit toujours une stratégie alternative à celle consistant à montrer son courage. C'est-à-dire que quand vous avez deux façons de faire quelque chose, l'une qui vous demande du courage et l'autre qui n'en demande pas, et bien évidemment, toute application, tout mode de rencontre, tout mode de séduction, nouveau ou moins nouveau, permettant d'éviter l'affrontement frontal, c'est-à-dire d'aller côtoyer la personne, d'aller prendre le risque de l'échec, d'aller prendre le risque du râteau, d'aller prendre le risque de la honte, fera évidemment fureur. Donc la clé pour séduire un jeune homme masculin, la clé pour séduire un jeune être masculin de la génération Z aujourd'hui est de lui promettre une nouvelle façon, si possible qui tienne dans un téléphone portable, d'aller rencontrer des filles sans prendre le risque d'aller leur parler en face. Voilà. Je vous entends taper votre verbatim. Là, vous parlez des succès de Tinder, Ben, je ne parle pas que des succès de Tinder. Regardez la pub pour les déodorants Axe. Ouais. La pub pour les déodorants Axe respecte exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est la promesse de réaliser par une odeur synthétique et chimique de déodorant pour les aisselles, en plus cheap et vendu en supermarché, c'est la promesse de réaliser un certain nombre de rencontres de filles qui viendront à vous sans que vous ayez, vous, jeune garçon Y, besoin d'affronter vos peurs et d'aller leur parler. Et alors ça, aujourd'hui, vous pensez que ça leur parle toujours ? Bah, regardez le chiffre d'affaires regardez la croissance du groupe industriel qui fabrique Axe. Regardez le chiffre d'affaires de Axe. Et toutes les publicités de Axe consistent à dire qu'en mettant du Axe sous vos aisselles, vous allez être poursuivi par des filles. Donc c'est pas moi qui l'invente, ça, quand même. Non, bien sûr. Mais c'est intéressant que vous preniez cet exemple parce que c'est pour comprendre et pour voir les évolutions en termes de séduction. Est-ce que justement, parce que là, typiquement, Axe, c'est pas un homme de idée, c'est presque un loser ou un mec qui est tout à fait basique et lambda, qui va séduire les femmes juste effectivement par ce geste-là. Mais 80% de la population est basique et lambda. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça, c'est un vrai insight qu'ils ont pris là, c'est-à-dire qu'ils sont adressés à l'homme normal, tout le monde peut se projeter dans cet homme-là. Mais l'homme normal n'arrive pas à séduire les femmes. L'homme normal n'en a aucune idée. Enfin, en tout cas, l'homme normal n'arrive pas à séduire une femme qui lui plaît. L'homme normal se met en couple, en général, pour résister à la démangeaison permanente d'être confronté à des femmes qui lui plaisent et qu'il n'ose pas approcher. C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. La proportion d'hommes susceptibles d'affronter leur peur et de tenter leur chance avec une femme avec qui ils ont vraiment eu un coup de cœur et qui les impressionne vraiment, c'est largement moins de 20%. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on se mettait en couple parce que les familles avaient besoin de posséder la boutique d'en face, le champ d'en face ou le troupeau de moutons d'en face, couple de raison traditionnels. Aujourd'hui, on crée encore des couples de raison, mais des néo-couples de raison faits soit pour échapper à la solitude, soit pour échapper aux hausses démentielles de loyer, soit pour échapper aux sollicitations incessantes de jeunes femmes ou hommes, enfin surtout femmes, disponibles, qu'en réalité on ne sait pas approcher. Les trois mamelles des couples récents et les trois raisons à l'origine parmi les trois raisons à l'origine de l'augmentation des divorces et donc de ce qu'un sociologue appelait les couples liquides, qui font et qui se défont en un rien, sont largement les trois que je viens d'évoquer là. Échapper à la solitude,
échapper à l'agressivité, comment dire, à l'inflation, à l'agressivité de l'inflation et notamment en matière d'immobilier. Et troisièmement, donner un certain repos et une certaine prendre une grande respiration dans ses hormones en finalement en s'enlevant, en s'extrayant cette perpétuelle sollicitation des grandes villes où tout le monde est célibataire et où potentiellement tout est permis, mais en fait rien n'est possible. D'accord. Donc si votre produit permet de promettre à un jeune homme Z qu'il va rencontrer plus de femmes sans affronter sa peur, il l'achètera. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Mais donc ça, c'est pour moi, ça va être directement un axe. Parce qu'il ne voudra jamais, donc ça ne sera jamais quelque chose de frontal. Ils ne veulent pas. Après, c'est pas des promesses. Parce que pour moi, j'ai l'impression, est-ce que là où axe est assez juste, c'est qu'ils exagèrent et ils poussent le trait et ils arrivent à faire ça avec humour. Ce qui parle beaucoup aux Grecs. Ah, je vous garantis que la raison pour laquelle le Z ou le Y achète du Axe n'est pas l'humour de la publicité. C'est la certitude qu'il augmente son pouvoir de séduction. De la même façon que celui qui achète un costume boss pense qu'il est le boss. Et celui qui fume des cigarettes cool pense qu'il est cool. D'accord. Ah bah ça, c'est la magie. C'est la magie. C'est la magie premier degré et abrutissante du trio Axe, Boss, Cool. Celui qui met du Axe pense que les filles vont lui courir après sur la plage. Celui qui met du Boss pense qu'il est le boss. Celui qui fume du Cool pense qu'il est cool. C'est pas l'humour de Axe qui vend des milliards. Hein. D'accord. Si on ne se parfumait qu'avec ce qu'on trouve drôle, on se parfumerait avec de l'Orangina, parce que les pubs Orangina étaient très drôles. D'accord, donc il faut qu'il y ait cette promesse d'aboutir à... D'accord. Quelles sont les grandes nouvelles tendances en termes de dates, de rencarts, de nouvelles façons de flirter, les nouveaux endroits, les nouveaux... Là, je vais vous surprendre ou vous décevoir, je ne sais pas, mais autant le mode d'obtention du rendez-vous a changé, autant le déroulement du rendez-vous n'a pas changé. Hein. Ça consiste toujours à se retrouver dans un café avec un degré d'apprêtement variable et à partager une boisson et plus si affinité. Je ne vois aucune évolution du mode du déroulement des rendez-vous. Simplement, on va dire que le tamis ayant permis de trier les grains de sable permettant de choisir son partenaire de rendez-vous, lui, notre tamis virtuel a changé, oui, il s'est transformé de son cercle social proche, donc endogamique, à un cercle social plus large, donc exogamique au XXe siècle, puis au XXIe siècle, d'un cercle social exogamique réel à un cercle ultra-exogamique virtuel. Mais finalement, une fois qu'on est au rendez-vous, ça reste tout pareil. Hein. C'est une fille avec une robe, ou au moins avec un jean et des talons, et c'est un type qui a essayé d'avoir l'air plutôt convaincant, qui a mis du Axe, et qui essaie de la faire rire. Voilà, et de créer un semblant de connexion. Hein. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence sur ce point-là. Et alors, si vous pouviez décrire leur relation aux femmes? Leur relation aux femmes de qui? Les hommes. Leur relation aux femmes, quelle est leur relation, quelle est leur place par rapport à elles dans la société? Mais quels hommes en particulier? Les jeunes hommes. Les 15-25, par exemple.
Vous m'aviez promis des questions qui iraient dans un degré de facilité croissante, et en fait, vous m'avez menti, c'est de plus en plus difficile. Et vous allez voir à la fin, après, c'est beaucoup plus facile. Il y a toutes les icônes, les modèles, etc. Oui. Ça va être du tac au tac. Oui, c'est du langage des femmes, ça, vous inquiétez pas, ça va être facile. C'est un peu comme la piqûre, vous inquiétez pas, vous n'allez pas le sentir. Quel est le rapport aux femmes des 15-25 ans? Ben, Non, donnez-moi un exemple précis ou un cas précis, parce que là, c'est une dissertation. Là, je peux parler 3 heures là-dessus. Ça peut être un séminaire entier. Aidez-moi à recentrer un peu ma réponse. Alors, sinon, quel type de femme il recherche aujourd'hui? Alors, merci. Les hommes vont... Alors, comme on l'a dit, 80% d'une classe de la population est en général médiocre et n'a aucun goût personnel. Donc, 80% des hommes vont rechercher les femmes correspondant à l'inconscient collectif féminin du moment, c'est-à-dire à l'inconscient plutôt. Ils vont coller à l'inconscient collectif masculin, c'est-à-dire au goût masculin moyen généralisé de leur époque. Et en réalité, il y a une très bonne vidéo, il y a une excellente vidéo faite par je sais plus qui là, qui a buzzé, comme on dit maintenant, sur YouTube il y a quelques mois, qui montrait les différents styles d'apprêtement, de maquillage et de coiffure de la même femme entre 1910 et 2014, enfin entre 1910 et 2010. Et avant même cette vidéo qu'il mettait en image, je me rappelle pendant mes études de sociologie qu'on avait appris et mesuré l'impact des premières pin-up américaines sur l'apprêtement des femmes occidentales, européennes et françaises, et notamment sur les goûts masculins. Allô ? Ah non, pardon, j'ai un double appel, c'est pour ça que mon téléphone me fait plein de signes bizarres. Donc la majorité, on va dire les 80%, la majorité passive de notre petite classe d'âge des Z masculins n'a en fait comme goût féminin que, en gros, l'inconscient collectif, c'est-à-dire la moyenne des goûts masculins des autres. Et il est beaucoup plus facile aujourd'hui, grâce à Internet, d'accéder au goût moyen masculin des autres, parce qu'on les voit partout. Donc on observe une homogénéisation marquée, enfin que moi en tout cas je juge très marquée, des goûts masculins, qui se nivellent inconsciemment sur les goûts masculins moyens de l'inconscient collectif, et finalement laissent assez peu de part au goût masculin finalement singulier, c'est-à-dire aux hommes qui ne tripent pas sur Kim Kardashian, Emily Ratajkowski et Beyoncé et que sais-je, et qui finalement se retrouvent un petit peu sur des marchés de niche, avec des goûts distincts et que j'oserais dire plus distingués. Donc en gros, les 15-25 ans veulent à 80% le même style de nana, qui est l'inconscient collectif de leur classe d'âge, et qui se vérifie en général, qui se trouvait avant dans le cinéma et la télévision, mais qui maintenant se découvre sur Internet. C'est-à-dire ça va être Zaya, Kim Kardashian, enfin toutes des ex-prostituées en général, ou des ex-actrices porno. Ben, c'est la réalité qui est dure, hein, c'est pas moi. Hein. C'est un commentaire que j'entends souvent, mais passer des images de différents styles de femmes à un groupe de jeunes garçons de 15 à 25 ans, vous leur mettez une photo de Zaya, une photo de Beyoncé, une photo de Kim Kardashian, une photo de je sais pas qui, et à la fin de la liste, vous mettez une ou deux photos de femmes icônes de la beauté des années 10 ou des années 20, et vous verrez qu'elles seront jamais choisies.
Elles seront jamais choisies. Mais pourtant, est-ce qu'on doit être parfum? Parce que si on parle par exemple du couple, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel ordre dans le couple? J'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'égalité entre les hommes et les femmes, plus de complicité, de complémentarité, enfin de recherche de complémentarité dans le couple, où on va rechercher plus une amie, et pas justement cette espèce de côté girl à outrance. Mais ça, c'est des stratégies, c'est des nouvelles stratégies de compensation depuis que les gens sont en train de se rendre compte que le mariage d'amour ne fonctionne pas, en fait. Est-ce que vous pouvez parler de toutes ces nouvelles stratégies alors? Bah, avant, on se mariait jamais par amour, mais toujours pour faire plaisir, pour pouvoir acheter une propriété ou pour s'offrir une respectabilité sociale dans le village. Ensuite, depuis 40 ou 50 ans, on a essayé de se marier par amour. Forcément, au début, on a essayé d'y croire aussi fort que possible. Là, maintenant, on se rend compte que ça marche moins bien, voire pas du tout. Donc, on essaie de trouver une autre raison. Donc, ça va être l'amitié, l'amitié, la complicité, trouver son égal. Mais finalement, ce n'est qu'une réponse par l'échec et par l'erreur à l'idéologie de la passion et du mariage d'amour qui a porté la monoparentalité et tous les divorces, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui les fait rêver? Qui? Les jeunes hommes. Les jeunes hommes, ce qui les fait rêver, c'est ce qu'on leur montre comme modèle dans les publicités, c'est-à-dire un jeune type successful. Ce qui les fait rêver, c'est l'image de l'homme dans la publicité du parfum Paco Rabanne. C'est-à-dire le type qui claque des doigts et qui voit tomber des lingots, des top modèles, toutes les images de l'inconscient collectif de ce qui fait la vie d'un mec cool et à la mode. Ce qui les fait rêver, c'est la publicité pour le parfum. Vous la voyez, cette publicité pour le parfum de Paco Rabanne où on claque des millions, ça s'appelle millions. Et ben voilà, c'est ça. Si vous voulez l'inconscient collectif masculin d'un 15-25 aujourd'hui, vous regardez quel parfum ils achètent. Parce que les meilleurs à comprendre l'inconscient collectif des sexes, c'est les marketeurs des enseignes de parfums. Pour vendre un parfum à une femme, il faut comprendre ce que veut F Pur. Et pour vendre un parfum à un homme, il faut comprendre ce que veut H Pur. Donc la publicité de Million, en elle-même, elle est fantastique. C'est pas un truc qui ressemble un peu à Gladiator, ça? Oui. Ouais, ça me dit quelque chose, oui. Ça me dit vaguement quelque chose, mais j'avoue ne pas forcément l'avoir en tête, là. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres éléments, enfin d'autres rêves, ou c'est vraiment ce rêve-là de la personne successful qui a tout instantanément argent, femme ça, c'est hérité de toute l'idéologie consumériste, capitaliste et libertaire américaine, rap et compagnie, qui a défini, c'est-à-dire qui a associé à l'image d'un mec successful des pépés et des pépettes. C'est-à-dire des gonzesses, des filles dénudées et de l'argent facile. Ok, oui, j'avais compris. Et alors, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui émerge de nouveau? Ou est-ce que pour vous, ça va rester d'ici 5 ans la même chanson, entre guillemets? Ou est-ce que vous sentez, est-ce que vous détectez certains signes faibles qui pourraient dire qu'il y a certains changements justement dans ces grands rêves? Pour comprendre les changements et les signaux, il faut toujours regarder du côté des femmes. Parce qu'en fait, les stratégies masculines sont toujours une stratégie de réaction avec 5 ans de retard
aux stratégies féminines. Donc là, la stratégie féminine en ce moment, et en tout cas dans les grandes métropoles occidentales qui définissent un petit peu la mode avant la mode, hein, la tendance avant la tendance, et finalement de dater beaucoup moins. Donc on voit des filles très attirantes qui ont tellement été dégoûtées de la facilité comment dire, qui sont tellement sursollicitées et donc finalement à la fin un peu dégoûtées de cette extrême facilité à faire des rencontres, qu'elles partent soit dans une fuite en avant, c'est-à-dire que tout à coup leurs rencontres les hommes sont tellement faciles à obtenir que du coup il faut qu'ils payent. Donc ce sont les néoformes de prostitution avec des sites et applications qui les légalisent du type Luxy, Luxxy et compagnie, qui permettent donc aux femmes de monnayer leurs rendez-vous et de se faire payer des chaussures et des sacs à main par des types en échange de rien. Il y a même un site aux États-Unis qui fait des dates aux enchères, un peu comme eBay. C'est-à-dire que plus une femme est attirante sur les photos, plus les enchères pour l'emmener en rendez-vous vont monter. Donc ça, c'est la stratégie de la fuite en avant. D'accord. Et il y a la stratégie de la fuite en arrière qui consiste finalement à ne plus avoir de vie amoureuse. C'est-à-dire à ne plus dater, ou très peu, une fois par an. Donc ça c'est la graine, c'est la graine à l'origine d'une probable future stratégie masculine dans les 5 ans, qui sera de s'adapter à ces deux marchés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les filles qui, en général, sont celles qui représentent le plus l'inconscient collectif masculin, donc en gros, qui ont le plus une tête de demi-pute, genre Zaya, et qui, de toute façon, ne vont plus jamais accepter un rendez-vous gratuit, puisqu'elles ont compris que leur apparence et le fait qu'elles aient adopté tous les codes de l'inconscient collectif masculin leur permettait de monnayer leur présence. Et que ce qu'on fait avec les filles qui sont très légèrement hors du cadre de l'inconscient collectif, qui sont également très belles, mais qui ont fait un choix simplement de s'abstraire de ce monde du rendez-vous facile, de se dévirtualiser et d'attendre la perle rare. Au milieu de ces deux nouveaux comportements, d'abord de niche, mais bientôt de masse, que fera l'homme moyen ? Eh bien, bien malin que celui qui peut dès à présent y répondre. D'accord. Et donc, pour vous, j'ai à peu près l'impression que les plus grands obstacles en fait, à leur rêve, c'est les femmes elles-mêmes. Les plus grands obstacles à quoi, pardon ? À leur rêve. Un gamin de 16 ou 17... un jeune garçon pubère qui rentre dans la vie active ne pense qu'à une chose, hein, c'est aux filles. Hein. De la même façon qu'une jeune fille pubère qui rentre, qui approche de sa vingtaine d'années, ne pense qu'aux garçons. Enfin, souvenez-vous, je sais pas, il suffit de piocher dans ses propres souvenirs personnels. Il y a un moment, on ne pense qu'à ça. Seulement, la grande différence, c'est que pour l'un, c'est beaucoup plus difficile que pour l'autre. Donc l'un a besoin de mettre en place des stratégies de conquête et l'autre des stratégies d'évitement. Vous n'allez jamais, par exemple, vendre un déodorant aux femmes en leur promettant que ce déodorant leur procurera une armée de types qui les poursuivront dans la rue. Ça serait le plus grand flop de l'histoire du commerce mondial. Or, pourtant, c'est exactement ce que fait Axe avec les hommes et ça marche. Inversez, faites l'exact symétrique de cette publicité version femme, ça serait le plus grand flop de l'histoire du commerce mondial. Personne ne l'achèterait. Vous n'avez aucune envie d'avoir une armée de 200 hommes, même mignons et en smoking, qui vous courent après sur la plage, dans la rue ou au supermarché. On est d'accord ? Et bien pourtant, c'est la stratégie qui fait vendre du Axe aux hommes. D'accord. Et pour vous, il n'y a pas d'autres stratégies à adopter, ou en tout cas, il n'y a pas... Pour vous, ça ne
diffère pas, cette stratégie n'a pas changé d'ici 5 ans. Aucune chance. Non, on est vers une stratégie de la fuite en avant vers le toujours plus de facilité. D'autres attentes, Non, aspirations chez ces jeunes hommes. on va aller vers toujours plus de facilité. D'accord. Donc on va aller vers ce qui leur permettra d'avoir la sensation virtuelle, d'avoir le plus de contacts féminins possible, mais avec le moins de trouille, en réduisant au maximum la trouille de l'approche. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, là, je m'entends. On va aller vers tout ce qui permettra aux hommes d'avoir le plus de contacts féminins possible, tout en réduisant la trouille de l'approche. D'accord. Alors, qu'est-ce que veut dire pour eux le mot amour, le mot je t'aime, pour les jeunes hommes? Comment ils parlent de l'amour aujourd'hui? Précisez un tout petit peu votre question. Pour eux, quel est le sens du terme je t'aime? Est-ce que ça a toujours la même signification? Est-ce que c'est quelque chose qui... comment ça évolue leur vision de l'amour? Bah pour moi, il n'y a pas un je t'aime, il y a évidemment deux je t'aime. Le premier étant le je t'aime qu'on dit en couple, un peu contraint et forcé. Donc le je t'aime un peu féministe, que l'on dit en général sur une injonction de la femme qui a besoin de l'entendre. Et qu'on pense finalement de moins en moins avec le temps, parce que forcément la passion se définit par le fait qu'elle ne peut pas durer. Et il y a le je t'aime que l'on pense sincèrement et qu'en général on ne dit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on le ressent très fort, c'est qu'en général la personne n'est pas disponible. D'accord. Donc il y a la déclaration secrète qu'on a envie de crier sur tous les toits pour une personne qui n'est pas disponible, qui ne nous veut pas ou qui nous échappe, et qui est en général, qui se ne limite pas à je t'aime, mais qui est une véritable déclaration. Et puis il y a le petit je t'aime rassurant, les deux petits mots que la copine a envie d'entendre pour la rassurer par rapport à son propre agenda secret et pour savoir si elle peut compter finalement sur le bonhomme avec qui elle se trouve. Donc voilà, après, je ne sais pas si les 15-25 ans recourent plus au je t'aime que les autres, je n'en ai aucune idée. D'accord. Quel est leur rapport à la sexualité? Toujours des hommes de 15 à 25 ans? Oui. Bah écoutez, il paraît, et je suis pas allé le vérifier, mais il paraît que l'âge du premier rapport diminue sans cesse de génération en génération. Donc là, il faudrait aller vérifier, mais je crois qu'on doit être à une quinzaine d'années, alors qu'on était à 17-18 ans il y a encore peu de temps. Pour moi, on le fait de plus en plus tôt et de plus en plus mal. Encore une fois, un peu pour toujours les mêmes raisons, parce que finalement, le modèle de l'amant dans l'inconscient collectif masculin, c'est l'acteur porno. Et le modèle de l'amante dans l'inconscient, pour une fille Z, dans l'inconscient collectif féminin, c'est de toute façon qu'elle n'a pas à se poser la question et qu'elle n'a qu'à se laisser faire. Et qu'elle n'a qu'à entre guillemets, qu'à être disposée et disponible. Donc en gros, les filles n'étudient pas le sujet parce que convaincues que c'est pas à elles finalement de trop apprendre, et les hommes l'étudiant, mais l'étudiant par le porno, ça fait un certain nombre de pratiques un peu délirantes qui ne correspondent fondamentalement pas à un grand apprentissage sexuel, mais plus à un acte de passage, à un rite de passage. C'est-à-dire, ça y est, je l'ai fait, j'ai une vie sexuelle, c'est nul, mais au moins j'en ai une. D'accord. Pour vous, quelles sont les grandes armes de séduction des jeunes hommes aujourd'hui?
Bah, c'est toujours les mêmes qu'avant, on les a évoqués tout à l'heure, je les ai listés. C'est le fils à papa, le beau garçon, le mec qui a du réseau et le mec qui a des couilles. Donc le plus facile à développer aujourd'hui, c'est une grosse popularité web. Donc c'est avoir plein d'amis sur Facebook et plein de followers. Et si possible faire des vidéos, comme Norman. C'est-à-dire de séducteur. Celui qui... Ouais, non, mais du coup, ça renvoie à... J'ai un tout petit peu l'impression de me répéter, en fait. Oui, oui. Alors, parce que du coup, on a abordé pas mal de questions, donc je suis en train de renvoyer. J'avais une question aussi en termes de le rôle des amitiés garçon-garçon. Oui. En quoi c'est important pour eux aujourd'hui? J'avoue que ça se renforce de plus en plus. Quel est justement ce besoin de retour et avec des amitiés masculines? Bah, d'abord, l'amitié masculine est la seule qui n'est pas bornée dans le temps, puisque l'amitié homme-femme est fatalement bornée dans le temps pour des raisons que j'explique dans mes ouvrages et dans mes séminaires. Donc la première, c'est le fait d'avoir une amitié qui n'est pas bornée dans le temps. Et la seconde, c'est que l'amitié masculine permet le sport et la compétition. Et le sport et la compétition, enfin notamment la compétition, qui inclut notamment le sport, est ce qui permet aux jeunes garçons de sortir de l'emprise du regard omnipotent de sa mère en se confrontant en fait à sa valeur réelle. C'est-à-dire que le jeune garçon a besoin de la compétition pour arrêter de croire ce que lui dit sa mère, qui est qu'il est le meilleur du monde et le plus beau et le plus fort. D'accord. Il a besoin de perdre, il a besoin d'échouer pour invalider le modèle d'éducation de sa mère, qui en fait le centre du monde et qui en fait une espèce de génie incompris. D'accord. On va parler maintenant du rapport au corps. Est-ce que toutes ces évolutions au niveau de la masculinité, du couple, de leurs attentes, est-ce qu'ils ont un nouveau rapport à leur corps? Je pense pas que le rapport... Enfin, encore une fois, le rapport au corps est éminemment un rapport d'imitation, de copie et d'insémination à son insu des modèles de l'inconscient collectif. Donc plus on met en avant des icônes masculines androgynes et asexuées, plus on aura une décalcomanie, une copie carbone dans les cours des lycées et sur les bancs des facs une décennie ou une demi-décennie plus tard. Donc... Alors, comment les jeunes aujourd'hui voient leur corps? À quel sens ils l'utilisent pour? Ils l'utilisent à quel sens? Bah, on voit bien que de la même façon que... Enfin, je vais être caricatural parce qu'on approche de la fin de l'entretien dont on m'avait d'ailleurs dit qu'il durerait 1 heure et c'est vous qui m'apprenez qu'il dure 1h30. En fait, moi, on me l'a vendu pour 1 heure. Dans les années 80, voire jusqu'au milieu des années 90, un homme à peu près sexué, à peu près normal, voulait une grosse voiture et des gros biscottos. Maintenant, ils veulent plus de voiture et les biscottos ont fondu avec, dans une espèce de parallèle un peu étrange qu'on n'arrive pas bien à établir. Mais en gros, je reprends toujours cet exemple parce qu'il est assez caricatural. Un type comme Norman fait des vidéos. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, aurait été une fiotte martyrisée à l'école. C'est-à-dire que les garçons se seraient foutus de sa gueule, lui auraient tapé dessus et les filles ne l'auraient pas regardé. Et aujourd'hui, en faisant des vidéos avec ses bras de crevette et sa caméra grand angle, à angle un peu déformé et son teint blanc de filet de merlan, sa notoriété factuelle et pragmatique
mesurable à des données chiffrées qui sont son nombre de followers et de fans, l'emporte sur des besoins de représentation de son corps. Donc aujourd'hui, le corps de l'homme est en train de devenir un petit peu ce qu'a été le corps de la femme, c'est-à-dire que finalement, ce qui compte, c'est un certain apprêtement et une certaine conformité à la, on va dire à la tendance, quoi. La tendance n'étant que le petit groupe de leaders d'opinion qui façonne l'inconscient collectif de 5 ans plus tard. Donc aujourd'hui, un mec tout mal fichu mais tendance l'emporte sur un dieu grec mal fagoté. D'accord, et pour vous, la tendance aujourd'hui, c'est la popularité et la notoriété sur le web? Bah, c'est ça, oui, c'est ça, c'est la tendance aujourd'hui est faite par les nouveaux codes vestimentaires des stars du web. Puisque les 15-25 ans ne regardent plus la télévision, vous le savez ça. La télévision, c'est pour les parents. Eux, ils regardent leur iPhone ou leur iPad, ils sont dans le lit avec leur iPad, ils sont à leur bureau avec leur iPad, ils sont dans la salle de bain avec leur iPad, ils sont aux toilettes avec leur iPad. Donc c'est sûr que essayer de leur imposer des nouveaux modèles de look ou de parfum via la télévision, il faut vraiment être très con. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils attendent du sport aujourd'hui? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Alors là, je suis pas compétent du tout. Alors, ça va être rapide, ça va être sur les références culturelles, et j'ai vu que vous en aviez beaucoup sur cette génération. Quelles sont leurs grandes... ce qui les inspire le plus dans leur vie? Alors, on va commencer par la marque. Quelle est la marque la plus aspirationnelle, tout secteur confondu pour les 15-25? Bah, ça doit être Apple, non? Je pensais aussi. J'en sais rien du tout. Par intuition, dirais-je, par rapport au nom de votre cabinet, par intuition, je dirais Apple. En termes de célébrité, quelle célébrité est le plus aspirationnelle pour les jeunes hommes de 15 à 25? Je ne saurais pas répondre, mais je suis quasiment persuadé que c'est un petit peu sur le modèle de princesse Diana dans les années 80 pour les femmes. C'est une personnalité un peu roturière. Pour moi, je suis sûr que c'est un nobody sorti de son nobodisme par le web. Donc je ne sais pas qui est la personnalité la plus inspirante pour un garçon de 20 ans, mais je suis quasiment persuadé que c'est quelqu'un qui est sorti de son anonymat par Internet avec un gros processus d'identification à son... Comment dire, à quelqu'un qui est sorti avec peu de moyens et de l'ingénuité et par le web. Voilà, je dirais ça. D'accord, donc un Mark Zuckerberg, par exemple, celui de Facebook. Il est très difficile de s'identifier à Mark Zuckerberg, qui est quand même une espèce de geek demi-autiste, programmeur assez génial. Non, je pensais pas du tout à ça. Puis en plus, c'est quand même pas le glam et la sexitude de Mark Zuckerberg. C'est juste un ultra geek frustré qui a eu la chance et le timing de tomber au bon moment et de piquer l'idée d'un site d'échange de photos interfac à des gens qui l'avaient eu avant lui. Non, pour moi, c'est pas du tout un modèle. Je vois personne, je vois aucun garçon à peu près sensé, à part un geek, prendre Mark Zuckerberg comme modèle. Alors, un modèle ou une icône d'homme idéal? Acteur, sportif, politicien, personnage de fiction, dans les séries, les séries télé ou... Alors là, je vais être très mauvais, je ne regarde aucune série télé. La seule que j'ai regardée dans ces 10 dernières années, c'était Mad Men. Et je vais rarement au cinéma, donc ça fait un peu le mec qui n'a pas de vie. De leur icône, de leur modèle. Ça, il faut leur demander directement. Je connais pas le modèle des 15-25 ans, sincèrement. Et des 25-35, vous n'avez pas de grandes icônes?
Oh, les 25-35, je pense qu'ils font encore partie de la génération qui a extrêmement fantasmé, enfin pas fantasmé, mais qui a, on va dire, dont la façon de voir le monde a été assez révolutionnée par Fight Club, et donc par le personnage de Tyler Durden dans Fight Club. C'est-à-dire ce personnage schizophrène, avec une face diable, une face ange battu, ange vaincu, ange déchu et ange soumis, qui est donc le personnage joué par le brun, et Edward Norton, je crois, et la face démon extraverti et séduisant, violent et animal, joué par Brad Pitt avec son blouson rouge. Mais je ne connais pas l'équivalent de ce personnage-là pour les 15-25. Il doit exister, mais je ne sais pas qui c'est. Ok. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est intéressant. Normalement, il me semble que Lorenzo vous a envoyé un mail en vert, vous avez fait le virement du coup hier. Bah oui, parce que je me rappelle qu'il y a 6 ans, je m'étais pas méfié, j'avais dû râler à X reprises pour être payé, j'avais trouvé ça très pénible. Donc maintenant, je ne m'embête plus. Et quand une société me fait le coup de se faire tirer l'oreille pour se faire régler, je dis maintenant, vous réglez avant. Voilà. Ce que je peux comprendre. Ça, y a pas de... Mais je me comprends très bien aussi. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère pour une autre prochaine étude. Pas de problème, en 2021. Voilà. Merci. Merci à vous, au revoir.